All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tout le monde à nouveau. Et maintenant, c'est le tour de la défense. Donc, je me tourne vers la Conseil de la Défense. Donc, Maître Hassan, vous avez 45 minutes pour vos déclarations liminaires. Microphone, s'il vous plaît. شكرا سيدة. Maître Hassan, merci Madame la Présidente et merci Mesdames les juges. Je sais que cette déclaration liminaire n'a pas pour but de débattre du fond de l'affaire. Cela étant, je souhaiterais dire que nous allons répondre aux interventions du bureau du procureur et des représentants légaux des victimes dans les jours à venir. Les faits reprochés à M. El-Hechri ont été présentés sous une forme qui n'a rien à voir avec la vérité. D'ailleurs, nous allons démontrer au juge de cette Chambre de façon catégorique et preuve à l'appui que la prison de Mitiga relève du bureau du procureur de la République et non pas de la force RADA. Et que les forces de dissuasion RADA est un appareil gouvernemental et non pas une force armée. Elle a été constituée en vertu de décisions gouvernementales souveraines, indépendantes, délivrées par les plus hautes autorités de la République libyenne. Mais aujourd'hui, nous allons aborder les questions qui intéressent cette audience. Mesdames les juges, étant donné que cette affaire est la première du genre dans la situation en Libye devant la Cour pénale internationale, dans laquelle le suspect est présent et où sont examinées la compétence, la recevabilité, ainsi que le fond de l'affaire, il incombe à la défense de présenter à la Chambre une image complète de la situation en Libye, et ce depuis l'adoption de la résolution 1970 de 2011 du Conseil de sécurité. Cette résolution a été adoptée le 26 février 2011 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a renvoyé la situation en Libye à la Cour pénale internationale. Nous nous trouvons aujourd'hui, 15 ans plus tard, donc une décennie et demie, devant cette Cour pénale internationale pour examiner cette résolution. Tout a commencé, donc le mandat en Libye a commencé en 2011 sur la base de cette résolution 1970, en partant du principe que des violations graves et systématiques des droits de l'homme avaient été commises par le régime libyen de l'époque, le régime du président Kadhafi, contre des civils, y compris sous forme de violations commises par toutes les parties contre les civils libyens. Il y a eu des violations contre les Libyens et je fais référence à la résolution complémentaire. Et jusqu'ici, aucun suspect, aucun des responsables des événements survenus en 2011, en 2013 et 2014 ne sont comparus devant la Cour. Et la défense estime que la résolution 1970 est passée par 3 étapes devant le bureau du procureur. La première étape est la suivante. La première étape était l'enquête du bureau du procureur. Il a rendu et délivré 4 mandats d'arrêt contre Muammar Kadhafi et son entourage proche de l'ancien régime pour des crimes contre l'humanité. Mais ces procès n'ont pas abouti. Ces mandats d'arrêt n'ont pas été exécutés à quelque niveau que ce soit. Et le bureau du procureur n'a pas demandé
la délivrance d'un mandat d'arrêt supplémentaire contre ces personnes. Et depuis 2014 à tout le moins, la situation politique et militaire en Libye a évolué de façon radicale. La Libye a plongé dans un conflit ethnique, non pardon, pas ethnique, mais un conflit complexe dont les objectifs sont complexes également. Et la Libye a été répartie en deux parties, l'Est et l'Ouest, et la violence s'est répandue, et les milices armées et les groupes djihadistes ont foisonné. Il y a eu également des conflits locaux pour avoir le pouvoir, et il y a eu également des changements d'allégeance politique. Et le bureau du procureur a poursuivi ses enquêtes, cette fois-ci en insistant sur des crimes qui auraient été commis par des groupes armés divers. Et en conséquence de cela, une série de mandats d'arrêt ont été délivrés, 9 en tout, entre 2017, qui concernent donc les événements survenus entre 2017 et 2023. Toujours pendant cette étape, il n'y a pas eu d'enquête ni de procédure devant cette cour. Mais en 2022, après plus de 10 ans, le bureau du procureur a adopté une nouvelle stratégie mettant l'accent sur les crimes commis dans une zone géographique précise et ces enquêtes se sont limitées à cette zone géographique. Et là, je vais rappeler ce qui a été dit lors de la première audience à Tripoli et aux alentours de Tripoli, en laissant de côté le reste de la Libye sans enquête aucune. Et l'affaire à l'encontre de M. Al-Ishri constitue la troisième étape dans la procédure introduite par le bureau du procureur en application de la résolution de 1970 de 2011. Et enfin, après plus d'une décennie et demie, le bureau du procureur tente de respecter le mandat qui lui a été confié il y a plus de 15 ans par le Conseil de sécurité. Mais la défense estime que cette étape ne coïncide pas avec l'objet et l'objectif de la résolution 1970 et par conséquent, il n'est pas possible d'admettre que cette résolution s'applique en l'espèce contre M. Al-Ishri. Et j'en reviens à la première étape, Madame la Présidente. En février 2011, lorsque ont commencé des manifestations en Libye, dans le cadre de ce qu'on a communément appelé le printemps arabe, qui a couvert une bonne partie du monde arabe. Et d'après ce que Human Rights Watch a rapporté le 18 février 2011, le régime officiel de Libye de l'époque a réagi de façon très vive et agressive à ces manifestations. Et les forces de l'ordre qui relevaient de ce régime Kadhafi, avait tué 84 personnes en 3 jours. Et d'après Human Rights Watch, le nombre s'est accru de façon croissante. Et ces manifestations sont devenues des affrontements armés entre les forces de l'ordre et les combattants de l'opposition, qui a désormais une équipe ou un groupe qui le soutient avec des institutions de l'extérieur et de l'intérieur qui le soutiennent également. Je vais donc citer en partie ce rapport. Après la chute d'une partie de la Libye, de l'est de la Libye et du sud de la Libye, y compris la troisième ville du pays, Misrata, qui tombait entre les mains de l'opposition, les forces de Kadhafi ont mené une campagne militaire atroce pour rétablir son autorité. Elle a tiré avec des roquettes et des missiles de façon aléatoire et aveugle, y compris dans des quartiers résidentiels sous la domination de l'opposition. Et ces attaques se sont répandues de façon précise à Misrata et se sont étendues à d'autres régions, comme les montagnes de Nafoussa et autour. Et avec la chute avec ces raids, les citoyens n'avaient pas
Les civils n'avaient plus de refuge, n'avaient plus de lieu où s'abriter. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés parmi les enfants et les personnes âgées également. Après 6 jours, 6 jours après donc, le dépôt de ce rapport, plus précisément le 26 février, était adoptée la résolution 1970-2011 qui dit, en son article 2, que le Conseil de sécurité se préoccupe au plus haut point de la situation en République la Jamaïria arabe de Libye et condamne la violence et l'utilisation de la force pour la répression des civils et dénonce également les violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris la répression des manifestants pacifiques, et exprime sa profonde préoccupation par rapport au meurtre de civils et considère que les attaques à grande échelle qui sont menées actuellement en Libye contre la population civile peut être constitutive de crimes contre l'humanité et rappelle les autorités libyennes de son rôle pour ce qui est d'assurer la sécurité et la protection de la population et exige que soient traduits en justice les responsables des attaques visant les civils, y compris les forces sous ses ordres, et que le Conseil de sécurité agit au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et prend les mesures qui s'imposent au titre de l'article 41 de la Charte. C'est ce qui a sous-tendu donc la résolution du Conseil de sécurité. Plus précisément, il a précisé de façon catégorique les raisons de cette résolution. Le Conseil de sécurité a décidé de renvoyer la situation en République arabe de Libye à la Cour pénale internationale. Et le Conseil décide de coopérer avec les autorités libyennes et avec la Cour pénale internationale. Donc, il est résolu que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale et le procureur de la Cour pénale pour apporter toute l'aide nécessaire en vertu de cette résolution et exhorte tous les pays ainsi que toutes les organisations régionales et la plupart des organisations internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour pénale et le procureur. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames les juges, les éléments sous-jacents de cette résolution. La Cour a reçu un dossier et a commencé une enquête. Après à peine 3 mois, et plus précisément le 16 mai 2011, donc le même mois que le mois actuel, le bureau du procureur a demandé la délivrance d'un mandat d'arrêt contre Muammar Kadhafi et son fils Saif al-Islam Kadhafi, ainsi que le directeur des services de renseignement libyens, Abdallah Senoussi, pour crimes contre l'humanité. Pour les crimes de meurtre et de persécution, il est allégué qu'ils auraient commis ces crimes-là entre le 15 février 2011 et le 28 février 2011. Et la Cour a délivré son mandat d'arrêt le 27 juin 2011. Et dans le cadre de l'enquête diligentée par le bureau du procureur, le Conseil de sécurité a adopté une nouvelle résolution qui autorise les États partis à prendre les mesures qui s'imposent en application de la résolution 1970, et ce pour protéger les civils et les régions peuplées, ainsi que les civils qui risquent d'être attaqués en Libye, et d'imposer une zone d'interdiction de vol en Libye. Après cela, sont suivies des opérations militaires sur le territoire libyen menées par l'OTAN, et 18 pays ont participé à ces opérations militaires en Libye, 14 de l'OTAN et 4 pays partenaires. Et 15 pays ont participé à des raids aériens et 8 pays
de l'OTAN ont fourni des munitions. Et selon un rapport de Human Rights Watch concernant ces opérations militaires, l'on peut lire que pas moins de 72 civils libyens, dont le tiers était constitué d'enfants, ont trouvé la mort. Et que donc l'organisation a publié un rapport qui est intitulé « Un meurtre non reconnu ». Et je vais citer une partie de ce rapport qui dit ceci. Pas moins de 72 civils, comme vous pouvez le lire à l'écran, Madame la Présidente, dont le tiers est constitué d'enfants, ont été tués à la suite de raids aériens de l'OTAN. Donc le tiers des victimes étaient des enfants. Et ce chiffre est beaucoup inférieur à la réalité, mais je vais me contenter de ce chiffre. Et Human Rights Watch a présenté des détails sur les victimes dans 8 sections différentes et a insisté sur le fait que la plupart des pays qui ont participé à ces raids aériens étaient des pays qui sont des États partis au statut de Rome. Mais lorsque le secrétaire général de l'OTAN, à l'époque, c'était Anders Rasmussen, lorsqu'on lui a posé la question, en réaction à cet article, à ce rapport, il a dit « Nous n'avons pas de civils qui soient morts des suites des attaques de l'OTAN. » Mais après un certain temps, la porte-parole de l'OTAN a dit que apparemment des civils innocents ont trouvé la mort à la suite des attaques, et ce en dépit de toutes les mesures de précaution prises par l'OTAN. Je fais référence au rapport de Human Rights Watch. Mais Madame la Présidente, il y a un témoignage extrêmement important de la part d'un Libyen, un citoyen libyen. Je vous renvoie à la diapositive numéro 9. Mustafa Nagui Al-Morabet, de son nom, a dit ceci. Ma famille a été détruite. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu 2 de mes jeunes enfants et ma femme Ibtissam, qui était ma meilleure amie. Il m'est devenu très difficile de continuer à vivre dans ces conditions. Je me réveille toutes les nuits et je fais face à la vie et je me dis, je dois être fort pour mon seul et unique fils qui me reste aujourd'hui dans ce monde. Parce qu'il ne peut pas oublier la terreur qu'il a habité ce jour-là. Lorsqu'il a vu exploser le corps de sa mère et de ses 2 frères et déchiqueté devant lui. Comment puis-je l'aider à surmonter ce trauma alors que moi-même, j'ai de la difficulté à m'adapter avec cette nouvelle réalité et je n'ai nulle part où aller. Et personne ne m'a contacté, personne de l'OTAN, ni des autorités n'est venu me demander ce qui m'est arrivé. Personne n'est venu justifier ce qui s'est passé, ou même présenter des excuses, un seul mot d'excuse. Nous vivons une vie misérable et triste, et il ne nous reste plus rien. Notre maison a été détruite et nous avons tout perdu. Et j'en arrive, fin de citation, j'en arrive à la position du bureau du procureur s'agissant des agressions commises par les forces de l'OTAN contre les civils en Libye. Il y a 4 rapports qui en font état. Dans le premier rapport, le bureau du procureur n'a pas dit clairement dans son rapport présenté devant le Conseil de sécurité que les raids aériens menés par l'OTAN ont tué qui que ce soit parmi les civils. Mais dans le deuxième rapport qui a été présenté devant le Conseil de sécurité, le bureau du procureur a néanmoins mentionné que le bureau, et je cite, s'est rendu au siège de l'OTAN et il y aura une réponse de la part de l'OTAN dans le cadre de notre enquête. Et là, il est clair, il ressort clairement de cela que le procureur de la Cour pénale internationale dispose d'un rapport selon lequel les attaques et des agressions contre les civils de la part des forces de l'OTAN est une question qui mérite de faire l'objet d'une enquête.
Diapositive numéro 10. Mais dans le troisième rapport, le bureau du procureur a confirmé que son mandat pour ce qui concerne les enquêtes concerne les agressions et les attaques commises par toutes les parties. Et dans son troisième rapport, il a également indiqué qu'il évalue le caractère véritable des procédures nationales et que les autorités nationales avaient la responsabilité de mener ces enquêtes pour savoir si ces autorités sont impliquées ou pas, par négligence ou pas, dans des actes criminels. Et le bureau du procureur a indiqué qu'il surveillerait de près ces procédures nationales pour déterminer s'il doit procéder à des enquêtes complémentaires. Par conséquent, on admet qu'il y a eu des crimes qui méritent de faire l'objet d'enquêtes, mais qu'il va s'en remettre aux autorités nationales qui sont à l'origine de ces mêmes attaques. Cet aveu et cette reconnaissance des procédures nationales sur des faits survenus en Libye a permis, ou cette possibilité n'a été permise qu'aux des pays de l'Occident. Mais en mars, le bureau du procureur a mentionné encore une fois qu'il est en contact permanent avec l'OTAN et les autorités libyennes. Cette fois-ci, il a ajouté qu'il est en contact également avec les autorités libyennes concernant les enquêtes menées sur d'éventuelles pertes de vie sur le terrain. Et il a annoncé de nouveau qu'il ne disposait pas d'informations lui permettant de conclure que les raids aériens de l'OTAN ont pu causer la mort de civils ou qu'elles aient pu cibler des civils ou qu'elles aient pris pour cible des cibles qui n'étaient pas purement militaires. Le 5e rapport, page 3. Le bureau du procureur admet ici qu'il y a des procédures nationales et il admet que la compétence incombe aux pays de l'Occident pour des crimes survenus sur des territoires extérieurs. Mais cette fois-ci, il a ajouté la Libye parce qu'il estime que la Libye est capable de mener de telles procédures et de traduire en justice les auteurs à l'échelon national. Je fais référence au même rapport qui a été présenté par le procureur de la Cour. Mais après ce 5e rapport, l'affaire a disparu tout simplement. Elle n'est plus évoquée dans les rapports du procureur. On ne parle plus des événements survenus en 2011. Il n'existe pas d'évaluation globale non plus, ni claire, indiquant ce que la Libye ou ce que d'autres pays de l'OTAN ont fait au titre des enquêtes. Il n'y a pas non plus d'explication logique à cela. Pourquoi est-ce que le bureau du procureur a choisi de ne pas diligenter de nouvelles enquêtes? Et donc, il y a une lacune manifeste en matière de reddition de comptes de la part du bureau du procureur. Qu'est-il advenu des attaques, des victimes des attaques de 2011? Mais le bureau du procureur a dit qu'il allait suivre de près l'évolution des enquêtes, soit en Libye, soit en Occident. Il ne nous a pas expliqué ce qu'il est advenu de ces enquêtes, ni pourquoi on n'a pas recensé, on n'a pas poursuivi les enquêtes lorsqu'on a établi la mort de civils. Dès lors, la question est celle-ci. Y a-t-il des victimes civiles de première catégorie pour le bureau du procureur qui méritent une attention particulière et d'autres victimes civiles qui appartiennent à une deuxième catégorie? Les Libyens se posent la question, Madame la Présidente, Mesdames les juges, est-ce que cette Cour concerne uniquement les pays du Sud ou est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Ou y a-t-il tout simplement négligence dans le cadre des enquêtes? Il y a peut-être une lecture qui nous permet de dire qu'il y a un refus de respecter ou d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, que cette résolution s'applique d'une façon différente selon qu'il s'agisse de pays du Sud ou du Nord.
Diapositive numéro 12. Et ce que l'on retient du rapport du procureur est que parmi les mandats d'arrêt délivrés en rapport avec les événements de 2011, aucun de ces mandats n'a abouti sur des procès. Et à la suite donc du décès de Kadhafi, il y a eu abandon des charges contre lui. L'affaire Senussi également, puisqu'il y a des poursuites et une procédure nationale. On a commencé à enquêter sur des crimes commis en 2011, 2013. Et ces enquêtes-là se poursuivent. Et là, Madame la Présidente, il convient de faire un constat. Les juges de cette Cour, s'agissant de l'affaire contre Al-Senussi, ICC 01 11 01 11 0A 5, estiment que dans la justice libyenne a la capacité et la volonté de mener à terme les procès pour les crimes commis et définis par le bureau du procureur. Et ce, malgré le fait que le bureau du procureur n'a pas indiqué de façon claire avant 2022 que ces enquêtes sur les crimes de 2011 étaient arrivées à terme, indiquant qu'il n'avait plus l'intention de poursuivre quiconque pour les événements survenus pendant cette période. La référence est le rapport numéro 23, paragraphe 77. D'une manière générale, l'enquête du bureau du procureur s'est fondée sur la résolution 1970. Elle a obtenu des résultats limités et on n'a jamais exécuté des mandats d'arrêt, sauf dans les cas où il y a eu décès du suspect. Et il n'y a pas eu une seule condamnation ou un seul procès à la suite des enquêtes sur les événements de 2011, et ce malgré le fait que des civils ont trouvé la mort à la suite des attaques de l'OTAN sans qu'il y ait de reddition de comptes, ni à l'échelle nationale ni internationale, ni en Libye ni ailleurs d'ailleurs. Est-il possible d'interpréter la situation autrement, sinon que de dire qu'on a fait fi de la résolution 1970 de 2011? La réponse est oui. ويمكن وصف هذه المرحلة فيما بعد Cette phase peut être décrite comme cette deuxième phase comme une phase post-régime formel dans laquelle le régime libyen était divisé entre différentes administrations et donc la violence s'est développée dans le pays qui s'est trouvé physiquement divisé entre différents centres de pouvoir, chacun soutenu par des groupes armés d'origine étrangère. À l'est, le pouvoir était concentré dans la Chambre des représentants. De l'armée nationale libyenne, alors que dans l'ouest, le pouvoir était concentré entre les mains des Nations Unies qui soutenaient le gouvernement basé à Tripoli. Les groupes armés proliféraient bien au-delà des divisions qui avaient existé dans le régime précédent entre forces révolutionnaires et anti-révolutionnaires. Beaucoup de groupes venaient de groupes tribaux, locaux, idéologiques ou sectaires. De nouvelles alliances se formaient autour d'intérêts locaux, d'opportunités politiques ou par opposition à un élément particulier. Bien, et donc sur la base de ces nouvelles évolutions, le bureau du procureur a alors complètement changé d'approche depuis 2011, adoptant donc une nouvelle approche, un nouveau terrain d'enquête. Dans ma diapositive numéro 13, je traiterai brièvement
des administrations politiques et la prolifération des groupes armés en Libye à ce moment-là. Selon les rapports des médias et des rapports d'organisations de défense des droits humains et non gouvernementales, parfois même des missions gouvernementales ou la mission des Nations Unies en Libye sur la violence, des violences graves qui avaient lieu perpétrés par des acteurs militaires qui menaient des attaques très graves qui pourraient tomber dans la juridiction de la Cour. Par exemple, en 2013, une attaque non loin de l'hôpital Al-Jaleh à Bangali a tué au moins 12 personnes. En 2015, des groupes affiliés à l'État islamique en Irak, Daesh, étaient responsables de la décapitation de 21 chrétiens coptes. Et le 30 août 2016 également, Daesh, qui contrôlait la ville de Sirte à l'époque, a tué plus de 70 personnes dans une tentative de rébellion menée par les forces qui s'y opposaient. En 2017, une force militaire a attaqué une base aérienne contrôlée par l'armée nationale libyenne, avec le décès pour l'occasion de plus de 140 personnes. En 2018, des groupes armés ont mené des attaques contre les infrastructures pétrolières en Libye. En 2019, une attaque aérienne contre un centre de détention de migrants a fait 53 morts et plus de 130 blessés. Autant d'incidents de conflits armés qui demeurent non objet d'enquête. Diapositive 14. Avant cela, lors d'un incident survenu des années auparavant, Madame Fatou Bensouda, l'ancienne procureure de la CPI, le 5 novembre 2015, dans sa déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies, disait que toutes les parties au conflit ont commis des crimes, y compris certains relevant de la compétence de la CPI. C'était donc la déclaration de la procureure Fatou Bensouda au paragraphe 39 et 40. À ce moment-là, le bureau du procureur a continué d'investiguer les crimes potentiels dont il pensait qu'ils relevaient de la compétence de la Cour pénale internationale en relation avec la période d'après le régime Kadhafi, mais en se concentrant sur des groupes précis, des groupes particuliers. 9 mandats d'arrêt ont été émis, ils sont d'ailleurs publics et disponibles sur le site internet de la CPI. Aucun de ces mandats d'arrêt n'a été exécuté et aucune procédure n'a été engagée par rapport à cette période. Donc on voit que cette première phase ne fait pas l'objet de procès, la deuxième phase non plus. Et là, le procureur engage une troisième phase. Une troisième phase d'investigation du bureau du procureur, complètement déconnectée de la résolution 1970 de 2011, qui est en fait le fondement de la compétence de la CPI. Ils ont commencé à enquêter sur des entités internes et leurs activités, des entités qui venaient d'être créées et qui n'existaient pas au moment de la résolution des Nations Unies. Pas plus que elles ne répondaient aux objectifs de cette résolution. Je dois dire que là, le bureau du procureur a dépassé les limites qui étaient les siennes de son mandat, les limites de son mandat conféré par la résolution 1970 de 2011 et s'est penché sur des éléments sur lesquels il n'aurait pas dû se pencher à propos de la situation libyenne. Je parle ici de la troisième phase. Ainsi, Madame la Présidente,
j'aimerais citer une déclaration du bureau du procureur dans un passage de son rapport du 30 novembre 2024. Je le cite. À minima, le bureau entend engager au moins une procédure, un procès devant la Cour à propos de cette situation en Libye avant la fin de 2025, auxquels feront suite plusieurs procès dans la phase judiciaire en fonction des arrestations ou la remise des suspects qui constitue une obligation selon la résolution de 1970 et dans le cadre de laquelle le bureau du procureur a intensifié ses efforts. Le bureau confirme aussi qu'après 2025, elle continuera d'aider et de soutenir les autorités libyennes et autres autorités nationales pour dégager des responsabilités. Donc, ils transfèrent leurs compétences aux juridictions nationales et par rapport à l'approche à deux voies dans la politique de coopération et de complémentarité du bureau du procureur, concrètement à la page 18, paragraphe 2 de ce rapport. Donc ici, le bureau du procureur admet que les juridictions libyennes ont compétence. Donc, Madame la Présidente, Mesdames les juges, c'est un besoin humain découlant d'objectifs et de motivations moraux visant à stabiliser une société. Mais la justice est beaucoup plus profonde, en particulier la justice internationale, et les crimes attribués à M. El-Ishri ne sont pas liés à la situation libyenne qui a déclenché la résolution 1970, qui se limite à des événements de violence armée et de violations graves des droits de l'homme commis temporairement contre l'ancien régime en Libye et les forces armées, les violences armées entre le régime Kadhafi et ses opposants. Et donc, c'est le sens de la résolution postérieure 1973 des Nations Unies. Donc, même si on acceptait les allégations du bureau du procureur selon laquelle M. El-Ishri et le groupe auquel il est supposé faire partie se sont livrés à ces exactions, c'est après la chute du régime libyen, et donc ces objectifs n'avaient aucun lien avec le régime ancien ou le pouvoir de ce moment-là. Les objectifs précis de cette entité étaient de lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et autres crimes. Ces objectifs et ces crimes supposés avoir été perpétrés n'étaient pas liés à l'ancien régime et donc à la résolution 1970, qui, encore une fois, constitue le fondement de la compétence de la CPI. Raison pour laquelle, mesdames les juges, le bureau du procureur a envisagé d'obtenir une nouvelle base pour sous-tendre sa position. Parce que le procureur se trouvait en situation difficile par rapport à la résolution 1970 qui ne suffisait plus à établir la compétence de la Cour pénale internationale dans la situation libyenne. Il a donc eu recours à cet accord du 14 mai 2025 avec M. Abdelhamid Brip pour éluder ces responsabilité. Elle a accepté l'accord d'un Premier ministre dont le mandat avait expiré, qui ne contrôle plus rien en Libye. Tout l'Est et tout le Sud est hors de son contrôle. Donc il n'est pas en mesure de se déplacer sur l'ensemble du territoire libyen. Et accepter ce document en violation de la constitution libyenne, de ce fait, les effets du document s'appliquent à l'ensemble du territoire libyen, censément, à l'ensemble des citoyens libyens. Et donc, c'est cela qui servirait comme base à la compétence de la CPI. Bon, Madame la Présidente,
Si le bureau du procureur avait eu confiance en la compétence de la Cour en la matière, il n'aurait pas eu à s'appuyer sur cet accord du 14 mai 2025. Je vais aller vite pour essayer de m'en tenir au temps imparti. Nous réaffirmions dans l'écriture du 30 avril que nous remettons en question la compétence de cette Cour. Hier, nous avons également déposé une lettre. Après la requête en assistance que nous avons déposée aussi, nous avons présenté cet écrit à mesdames les juges hier. Pourtant, et là, j'aimerais que nous passions, mesdames les juges, à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour cette diapositive 12. Enfin, en tout cas, que cette diapositive 12 doit être pas publique. On voit que cette question, ce mandat, il n'y a pas de date, il n'y a pas de numéro de dossier. C'est simplement une lettre personnelle qui est censée avoir été émise ou publiée par un chef d'État à travers les procédures adéquates. Mais nous ne pouvons pas identifier l'auteur de cette lettre jusqu'à ce que nous demandions à ce que ce document soit révélé. Et donc, j'insiste, il s'agit d'un document confidentiel. Selon cette lettre, un accord, lui aussi confidentiel, a été atteint. J'y fais référence dans mon écriture. Je ne répéterai pas donc ce que j'ai déjà écrit, même s'il n'est pas signé. D'après le document présenté à la défense, nous n'avons pas vu les signataires du document, des parties à l'accord. Nous avons demandé à ce qu'il ne soit communiqué, mais nous n'avons reçu que ce document sans date, sans signature. Diapositive 17, s'il vous plaît. Madame la Présidente, au vu de tout ceci, je pense que les choses sont claires. Monsieur Abdelhamid Mohamed Dayeba, Premier ministre déchu, d'après la Chambre des représentants libyenne, et nous voyons, le premier article dit « Nous retirons la confiance au gouvernement d'unité nationale dirigé par Hadid Dayeba et il sera convenu d'établir un gouvernement de transition. Le travail de ce gouvernement sera de faciliter la situation et pas de signer d'accord. Cette décision prend effet immédiatement et sera publiée au journal officiel. » Alors, cet accord s'oppose à la constitution libyenne. Il y a deux phases, déclaration et amendement dans la constitution. Eh bien, pour le corps de cette constitution, les articles, elle a été publiée. L'article 17 de cette constitution prévoit que le Conseil de transition est la plus haute autorité libyenne qui exerce les fonctions de souveraineté et du pouvoir exécutif, y compris législatif. Décidé par le peuple suite à la révolution du 17 février. Ce sont donc ces citoyens qui établissent cette constitution et établissent le fondement d'un État démocratique civil. Donc, tout accord non ratifié par ce Conseil est nul et non avenu. Cette constitution, ou cette déclaration constitutionnelle datée du 23 février 2023, présentait donc une nouvelle règle par laquelle elle limitait le mandat du président. Et lorsqu'on dit président, c'est Monsieur El-Manafi, le président du Conseil présidentiel libyen. Le président de l'État dispose du mandat suivant, nommé et
destituer le Premier ministre, former ou approuver la formation de gouvernement, réorganiser les ministères. Et selon l'article 5, le président est le chef suprême des forces armées. Il peut déclarer la guerre ou conclure la paix conformément aux dispositions du présent instrument. Mais ce qui est important ici, c'est l'article 16 de cette Constitution. Le président de l'État est le représentant de l'État dans ses relations extérieures et a le pouvoir de signer des traités et des accords conformément à cet amendement. Et donc, pour qu'un document international, un mandat international prenne corps, il faut qu'il soit contresigné par le président. Et dans la lettre que nous avons reçue hier, la situation était présentée clairement et sans équivoque sur cet accord avec la CPI. Dans cet amendement, la Constitution prévoit clairement qui a le droit de souscrire des accords pour le pays. Donc, le président est bel et bien, le président de l'État, est bel et bien le seul représentant de l'État libyen dans ses relations extérieures et dans sa capacité, le seul à avoir la capacité à signer les traités et les accords. Donc, à propos de l'autorisation émise par Abdulhamid Mohamed Daiba, l'ambassadeur de l'État libyen au Royaume des Pays-Bas est nulle. Et la signature de l'ambassadeur de la Libye aux Pays-Bas acceptant la compétence de la CPI est également nulle et non avenue. Ainsi, j'aimerais attirer votre attention, mesdames les juges, sur les amendements suivants qui sont repris dans les documents des Nations Unies. Il a été cité 2 fois. Le dernier amendement de la Constitution libyenne a été cité 2 fois et accepté ainsi. Monsieur Manefi a accepté une réunion générale aux Nations Unies en tant que représentant unique de l'État libyen. Et nous avons inclus ces articles et lettres dans nos écritures. Mesdames les juges, Madame la Présidente, une autre lettre du Conseil présidentiel précise un certain nombre de points, dont d'ailleurs certains pourraient être confidentiels, mais je souhaitais dire que chaque loi prend effet le lendemain de sa publication. Et le numéro au sommet de la page, de la lettre, s'adresse à l'entité locale et n'est pas pertinent pour la Chambre des représentants. Je suis désolée de vous interrompre. Vous savez que vous avez épuisé les 45 minutes que vous avez eues. C'est bon avec la traduction maintenant? شكرا سيدة الرئيسة. Ouais. Donc, نعم استمعت للترجمة. Oui, Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente. voilà, une conclusion très courte. هل يمكن سيدة الرئيسة أن تعطيني 10 دقائق فقط؟ Madame la Présidente, est-ce que je pourrais solliciter votre indulgence et pour m'octroyer 10 minutes supplémentaires, s'il vous plaît? 10 minutes supplémentaires, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Après avoir consulté avec les collègues, vous avez 10 minutes supplémentaires, Maître Hassan. أشكر كرم الدائرة. Maître Hassan, merci, Madame la Présidente, pour cette autorisation. Je serai très bref. Dans ma présentation, je fais référence pour la plupart du temps à mes écritures du 30 avril 2026 et celles que j'ai remises hier également. Et j'aimerais revenir à présent sur
le comportement de M. Dabaïba, pardon, le Premier ministre. Page 21. Il se cache toujours derrière les autres. Au lieu d'assumer, au lieu de venir en personne signer l'accord, il a émis une autorisation donnant mandat. Et c'est exactement ce qu'il avait fait déjà auparavant avec M. Mangouche, la ministre des Affaires étrangères. Il lui a demandé d'entreprendre des négociations avec l'État d'Israël, rejetées strictement par l'État de Libye. Et c'est devenu nul, bien sûr, et les gens ont manifesté dans la rue. Et quand ça a été le cas, la personne a dit « Je ne sais rien de cette autorisation et je l'ai annulée ». Et Mme Mangouche est disparue et n'est plus jamais reparue depuis ce jour. Madame la Présidente, pour finir, Madame la Présidente, si vous voulez bien éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Hier, la plus haute autorité administrative a pris une décision claire et définitive à propos de la lettre du Premier ministre qui a été aussi déposée au dossier, mesdames les juges. Je m'en tiendrai là pour mes soumissions, disant simplement que la constitution libyenne est très claire quant au mandat de représentation de l'État et le droit de souscrire des traités et des accords. Et ce n'est jamais le Premier ministre qui a ce pouvoir de le faire. Ça ne fait aucun doute, suite à l'amendement constitutionnel de 2023. Selon cet amendement, la signature d'accords et de traités incombe exclusivement au président du Conseil présidentiel. C'est très clair. Cet accord secret, non publié et non ratifié par la Chambre des représentants est nul et non avenu. Le pouvoir judiciaire de ce document et les agissements de M. Dabaïba ne reflètent pas la volonté de l'État libyen et n'obligent pas l'État libyen à quoi que ce soit. Ce n'est pas une obligation légale qui en est induite pour l'État libyen ou pour ses citoyens ou résidents. Ce n'est le fondement d'aucune procédure devant la CPI. Pour finir, mesdames les juges, est-ce que la CPI peut, CPI qui est la plus haute juridiction pénale internationale, peut-elle s'appuyer sur une violation de la loi, violant les droits fondamentaux de personnes, de groupes de personnes et des Nations Unies, les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies ou par le Conseil de sécurité? Eh bien, j'ai confiance. Je pense que la Cour respectera le peuple libyen et ses institutions, et je salue le patrimoine historique de la Libye, concluant ainsi mon intervention. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Merci beaucoup, Maître Hassan. Nous pouvons maintenant passer aux arguments sur le fond. Nous attendons de manière successive, durant les 2 premiers jours, les observations orales de l'accusation, des représentants légaux des victimes et un fond de la défense de M. El-Fishri. Madame la procureure adjointe, dont les représentants, vous et votre équipe avez la parole. Tel que demandé, l'après-midi organisé en séance d'environ 1h30. N'hésitez pas à me faire signe lorsque vous considérez que c'est le bon moment pour vous interrompre. Nous prendrons une pause de 30 minutes. OK, la fleur. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Mon exposé va durer environ 45 minutes. Je plaide votre indulgence. J'espère pouvoir continuer jusqu'à la fin de la session, jusqu'à 13h15.
Madame la Présidente, Mesdames les juges, la présentation du procureur sera divisée en 4 parties. Je commencerai par faire un bref aperçu, à donner un bref aperçu des charges, des éléments de preuve, le rôle du suspect et l'évolution de la force spéciale de dissuasion. Ensuite, j'aborderai la preuve des éléments contextuels des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Mon collègue, M. Van der Werf, présentera les éléments de preuve relatifs aux crimes de torture, traitement cruel, emprisonnement, atteinte à la dignité de la personne, au tract inhumain, viol, violence sexuelle, meurtre et tentative de meurtre, exposé au chef 1 à 12. Ensuite, Madame Diane Lupin présentera les éléments de preuve relatifs aux crimes de réduction en esclavage et de persécution. Pour conclure la présentation du procureur, M. Mourad présentera les éléments de preuve établissant la responsabilité pénale de M. Khaled El-Ishri pour les crimes reprochés. Nous avons distribué, Madame la Présidente, un tableau répertoriant toutes les citations ainsi que les numéros d'enregistrement par ordre chronologique pour éviter de nous y référer pendant nos présentations. Ensuite, nous soulignerons les principaux faits produits en preuve lors de nos présentations, nos présentations, en limitant les références aux témoignages des témoins afin de rester en audience publique. Nous vous renvoyerons à l'inventaire détaillé des éléments de preuve dans notre mémoire de préconfirmation. Nous accompagnerons notre présentation de support visuel et nous signalerons à l'avance lorsqu'une disposition ne doit pas être affichée publiquement. Passons maintenant aux charges et aux éléments de preuve. M. Khaled El-Ishri, alias El-Bouti, est inculpé pour 17 chefs d'accusation, 6 chefs de crimes de guerre, 11 chefs de crimes contre l'humanité, à raison de l'emprisonnement de milliers de civils et de personnes protégées sans aucun fondement juridique et en l'absence de toute procédure régulière entre le 1er mai 2014 et le 32 juin 2020. Les crimes reprochés comprennent les sévices violents que lui et les autres ont infligés aux civils, torture, viol, réduction en esclavage, persécution, violence sexuelle, traitement cruel au tract inhumain, atteinte à la dignité de la personne, meurtre et tentative de meurtre. Comme vous l'entendrez tout au long de notre présentation, les conditions de détention, les abus graves répétés infligés à tous les prisonniers au fil de nombreuses années sortent du cadre du système carcéral légal. Au fin de la confirmation des charges, le procureur se fonde sur la déclaration de 63 témoins. Ces témoins comprennent 47 anciens détenus de la prison de Mitiga, 2 proches des anciens détenus, 14 témoins qui sont essentiellement pertinents pour la question de la compétence et des éléments contextuels des crimes de guerre. L'accusation invoque également d'autres documents, à savoir des décrets, des lois et d'autres documents officiels, des photographies, des vidéos, des esquisses ou des croquis de la prison de Mitiga, du complexe et des STF RADA, des rapports des Nations Unies et des organisations non gouvernementales datant de l'époque, des communiqués de presse, des documents de sources ouvertes, y compris des articles des réseaux sociaux et des sites officiels. Je vais maintenant passer au suspect en l'affaire, en la présente espèce. Comme mes collègues l'exposeront en détail, il ressort des éléments de preuve que Khaled El-Ishri était un haut responsable du STF RADA, basé à la prison de Mitiga. Il était chargé de la section des femmes de la prison de Mitiga, où des femmes et des enfants ont été détenus dans des conditions inhumaines et victimes de sévices où
où il a violé, torturé et réduit en esclavage des Libyens et des non-Libyens femmes. Il a exercé une autorité générale, quoique non exclusive, à la prison de Mitiga, découlant de sa position de dirigeant, ses liens familiaux avec le SDF-Rada, sa réputation pour la violence et sa propension à commettre la violence. Il exerçait une autorité en matière d'affectation des cellules aux prisonniers, s'agissant du moment où les prisonniers étaient torturés, la durée de la torture, les méthodes de torture, la libération et le maintien des prisonniers, y compris le pouvoir de passer outre les ordres de libérer les prisonniers donnés par le procureur général. Les témoins ont décrit à plusieurs reprises et systématiquement Khaled El-Rushri comme un membre puissant du SDF-Rada qui, avec d'autres, contrôlait tout au sein de la prison. Enfin et surtout, Khaled El-Rushri a personnellement et directement commis des crimes violents exposés dans chacun des chefs d'accusation reprochés. Je vais m'attarder, Madame la Présidente, sur la description des lieux où les crimes ont été commis. Près de 90% des habitants de la Libye, environ 7 millions d'entre eux, sont concentrés le long de la côte dans les principales villes de Tripoli, Misrata et Benghazi. La vaste région désertique de la Libye est habitée par environ 10% de la population du pays. Les crimes reprochés se sont produits dans la capitale, la plus grande ville, Tripoli, au nord du pays, au nord-ouest, où vivent environ 1 million de personnes. Le gouvernement d'union nationale officiellement reconnu y est basé. Les crimes à l'égard de l'espèce se sont principalement produits au complexe de Mitiga, situé au nord-est, à Tripoli, près de la côte. Le complexe de Mitiga, souligné en vert sur vos écrans, couvre une superficie importante, comprend le complexe de la prison de Mitiga, l'aéroport international de Mitiga. Le SDF Rada a son siège dans la partie ouest du complexe depuis 2011, tel que souligné en bleu sur vos écrans. D'après les témoins, la prison de Mitiga a été créée en 2012 et a été progressivement agrandie par les SDF Rada pendant la période visée par les charges. La prison de Mitiga comprenait le bâtiment principal de la prison avec des cours intérieures et extérieures, connus comme étant le Naklia, où les détenus étaient régulièrement amenés pour être torturés et interrogés. Monsieur Van der Werf décrira plus en détail ces lieux et autres lieux pertinents où les crimes reprochés ont été commis. Je vais passer maintenant à la prison principale. Le bâtiment principal de la prison est divisé en plusieurs sections. La prison de Mitiga, les gardes et la direction de la prison avaient leur bureau à quelques mètres de la section de détention. La prison de Mitiga comprenait un système de surveillance. Les victimes étaient observées et surveillées à chaque moment, en permanence. D'abord par la hiérarchie au sein de la prison, à commencer par les capots. Il s'agissait de prisonniers qui étaient désignés comme des chefs de prison, chefs de cellule et chefs de section. Ensuite, nous avions les gardes et les commandants, les chefs d'équipe qui effectuaient des patrouilles régulières le long des couloirs et des toits en grille et supervisaient directement les zones de détention. Bien sûr, nous avons la direction de la prison de Mitiga, y compris El-Rechi lui-même. Les caméras étaient installées dans toute la prison, dans les couloirs, dans les allées, les cours intérieurs et dans les cellules. El-Rechi et d'autres auteurs de Mitiga supervisaient
la vidéosurveillance depuis une salle à l'intérieur du bâtiment de la prison. Comme vous le verrez, la présence physique régulière de Khaled El-Richi à la prison de Mitiga, les ordres qu'il a donnés, l'autorité qu'il exerçait, sa commission personnelle des crimes reprochés, les systèmes de surveillance établissent tous qu'il était conscient des crimes reprochés et qu'il avait l'intention de les commettre. La direction de la prison de Mitiga a délibérément utilisé cet établissement comme un instrument de coercition, d'intimidation, d'exaction, de renseignement, d'intimidation, d'extorsion, de domination de la population civile à Tripoli et dans ses environs. À l'intérieur de la prison, la violence était institutionnalisée contre les détenus, normalisée, organisée et répétée entre mai 2014 et juin 2020. Je vais maintenant passer à la création et à l'évolution du SDS RADA depuis sa création jusqu'à la période de décharge. La création et l'évolution du SDF RADA, plutôt les rapports sur le secteur sécuritaire de Libye soulignent l'émergence des institutions de sécurité hybrides après 2011 qui mêlaient l'appareil de l'État et les acteurs non étatiques informels tels que les milices. Les groupes contrôlaient le secteur de la sécurité, exerçait une influence politique afin de prendre le contrôle d'actifs économiques tels que les salaires et les équipements. Le SDF RADA était l'un de ces groupes. D'après les témoins et les rapports de l'époque, en 2011, le SDF RADA a été créé comme un groupe de forces locales anti-Kadhafi issu du quartier Souk al-Jouma à l'est de Tripoli, près du complexe de Mitiga. Abdel Raouf était le chef de ce groupe, il le reste. D'après les témoins, Khaled et El-Richi et Osama Jim faisaient partie de la force Kara. Depuis la libération de Tripoli en 2011, les deux hommes occupaient des positions importantes au sein du SDF RADA, basé à la prison de Mitiga et dans le complexe. Jim est devenu directeur de la prison. Les témoins décrivent Khaled comme le numéro 2 sous Kara. Les témoins indiquent qu'avant la révolution, Kara était forgeron, Khaled était pêcheur et il fabriquait de l'alcool et il vendait également de l'alcool. Njem était chauffeur de taxi. Nous n'avons pas d'informations établissant que ces trois hommes a eu une formation en maintien de l'ordre. En 2012, Kara et ses hommes, dont El Ishri et Njim, ont été intégrés au Comité suprême de sécurité, créé en tant que brigade de soutien. Kara a baptisé la force spéciale de dissuasion et le groupe est devenu communément connu sous RADA, qui signifie dissuasion en arabe. Sur son site web, RADA confirme qu'il a été créé en 2012 et faisait partie de la brigade d'appui à Tripoli. En 2012, à partir de 2012, l'influence opérationnelle de SDF RADA s'est accrue, s'est renforcée. En juillet 2014, l'aéroport international de Tripoli a été attaqué et détruit. Un mois plus tard, en août, l'aéroport de Mitiga est devenu le seul aéroport de la capitale Tripoli. Le contrôle sur cette installation stratégique a été renforcé par Kara et l'influence sécuritaire et économique politique du SDF RADA. Le pouvoir du SDF RADA s'est renforcé en 2015 grâce à son soutien et son affiliation au gouvernement d'entente nationale ou d'unité nationale, le conseil présidentiel comprenant le gouvernement officiellement reconnu en Libye. En 2017, il ressort de la preuve que le SDF RADA comptait 1500 membres. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a signalé qu'en 2018, le SDF RADA était aligné
sur le conseil présidentiel, recevait des salaires, des uniformes, des équipements de l'État, mais a maintenu sa structure de commandement et fonctionnait avec un niveau d'autonomie considérable. En mai 2018, le conseil présidentiel a tenté de rebaptiser le SDF-RADA en tant qu'organisation, ou plutôt appareil ou agence de lutte contre agence de dissuasion et de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, sous son acronyme DACOT, affilié au ministère de l'Intérieur. Il s'est vu attribuer un large mandat, un budget indépendant et des pouvoirs renforcés. Rien n'a changé en termes de leadership ou du nombre de membres ou de composition. Il a continué à fonctionner comme il avait toujours été, mais avec davantage de pouvoir. Les témoins ont continué à le désigner comme le SDF-RADA. Mesdames et les juges, le SDF-RADA est né de la Révolution, s'est imposé au cours du conflit armé par des guerres. Il s'est vu attribuer par la suite un nouveau mandat, un nouveau nom, un budget indépendant. Il a conservé la même direction, les mêmes membres, les mêmes biens, les mêmes actifs. Il était organisé, structuré, disposait de moyens considérables pour mener à bien ses objectifs. Le SDF est resté capable d'opérer de manière indépendante conformément aux souhaits de la direction. Je passe maintenant aux crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, honorable juge, je passe aux éléments contextuels. Les éléments contextuels des crimes contre l'humanité ont été établis en l'espèce. Tout d'abord, il y a eu une attaque contre une population civile à Tripoli et dans ses environs, y compris contre des personnes sous la garde et le contrôle des auteurs de Mitiga. Deuxièmement, l'attaque a été généralisée et systématique. Troisièmement, l'attaque a été menée dans la poursuite ou en application de la politique d'une organisation. Quatrièmement, Khaled El-Richi savait que l'attaque et son comportement étaient liés à cette politique. Les éléments de preuve établissent les éléments contextuels au paragraphe 6 à 23 de notre mémoire de préconfirmation. Je vais aborder ces points tour à tour. S'agissant de la preuve de l'attaque, en l'espèce, la preuve établit que le SDF-RADA, la direction de la prison de Mitiga, les auteurs ont mené une campagne de violence à Tripoli et dans ses environs contre des personnes détenues, principalement à la prison de Mitiga, au moins à partir du 14 mai 2014 et ce jusqu'au 32 juin 2020. Ils ont ciblé les civils perçus comme étant indésirables, déloyaux, opposés ou pouvaient être utilisés pour renforcer leur pouvoir et leurs finances, les finances de SDF-RADA et de ses associés. Sur une période d'au moins 6 ans, des milliers de civils ont été arrêtés sans fondement légal, transférés à la prison de Mitiga, au complexe, emprisonnés en l'absence de toute procédure régulière dans des conditions illégales, soumis à des actes de violence physique, psychologique graves constituant des crimes contre l'humanité relevant du statut de Rome. Ces civils ont été emprisonnés dans un système destiné à les contrôler, les réduire en esclavage, les persécuter, les torturer, les dégrader et les briser. La campagne de violence est établie par le biais de ces schémas systématiques, par le biais d'une criminalité répétée commis dans un régime de détention organisé, coordonné à grande échelle. Il était soutenu et brutal. L'emprisonnement était le fondement même et des crimes multiples ont été commis. Les crimes comprenaient des formes de violence institutionnalisées, régulières, continues. Dans certains cas, vous l'entendrez en détail lors des prochaines présentations. Ensemble, la commission de ces crimes constitue l'attaque. Mesdames les juges, l'attaque doit être commise contre ou à l'encontre d'une population civile. Les victimes étant en grande partie des civils à Tripoli et dans ses environs. Les victimes comprenaient les femmes, les enfants, les vieillards, des personnes âgées, les étudiants, les hommes d'affaires, les fonctionnaires, les ingénieurs, les techniciens, professionnels de la santé, des médecins, des journalistes, des Libyens, non Libyens, y compris des migrants noirs,
Il s'agissait de personnes perçues comme étant opposées au SDF-RADA de par leurs croyances, opinions, identité, affiliation et de par leur affiliation et alliance. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été emprisonnés, ils ont été soumis à un même système criminel de mauvais traitement. La jurisprudence constante à la CPI, y compris dans les jugements Taganda Alassane Abdelrahman en première instance, confirme que les victimes des crimes contre l'humanité n'ont pas besoin de partager la même nationalité, ethnie, religion, ni d'avoir des caractéristiques distinctives analogues. Les crimes contre l'humanité protègent toute population civile en tant que collectivité. La population est définie de manière fonctionnelle de par son ampleur, de par l'ampleur et la systématicité ou le caractère systématique de l'attaque, et non pas par un groupe homogène ou l'homogénéité du groupe. C'est le crime spécifique de persécution qui nécessite un ciblage ou le ciblage d'un groupe particulier. Les caractéristiques déterminantes de la population dans cette affaire sont qu'elle se trouvait attribuée dans ses environs. Elle a été soumise au même système d'abus pendant sa détention, principalement à Mitiga. Mesdames les juges, l'attaque a été à la fois généralisée et systématique. L'exigence veut que il exigeait que l'attaque soit généralisée et qu'elle renvoie, de par son ampleur, à un grand nombre de victimes, à la durée des actes commis et à l'ampleur ou à la portée géographique. Le procureur a identifié au moins 945 victimes en annexe du mémoire de préconfirmation. Il s'agit d'un échantillon représentatif d'un nombre bien plus important de personnes ciblées, arrêtées, détenues, principalement à la prison de Mitiga. Au cours de la période visée par les charges, le véritable nombre de victimes se compte par milliers. Les témoins et les Nations unies ont fait état d'une augmentation des détenus à Mitiga chaque année. En 2021, les témoins ont estimé qu'il y avait 5140 personnes emprisonnées à Mitiga. Ce chiffre établit que l'attaque a été généralisée. La nature généralisée de l'attaque a également été établie par les opérations d'arrestation, l'emprisonnement sur une longue période de temps et sur une grande zone géographique. Madame les juges, l'attaque est également systématique. Il est exigé que l'attaque soit systématique et qu'elle puisse renvoyer à une organisation, à un schéma et à une méthode. Comme mon collègue Van der Werf le dira, les arrestations, les détentions et les sévices ont suivi un schéma régulier identifiable. Pas moins de 47 victimes en l'affaire ont été identifiées. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ont été détenus à différents endroits et présentent des expériences nettement similaires. Ceci constitue ici une ligne de conduite délibérée, y compris en matière de procédures d'arrestation, de transport vers la prison de Mitiga, les procédures d'admission des détenus, les processus d'interrogatoire et les lieux d'interrogatoire, les méthodes d'abus, y compris la torture, les formes d'émulation, de traitement dégradant, les insultes similaires utilisées par Khaled El-Rechi et les auteurs de Mitiga. Et ils identifient de manière systématique les auteurs de Mitiga. Mesdames les juges, ce niveau de cohérence est l'une des caractéristiques de ce système. Il démontre une coordination, une structure et l'existence de moyens. Il démontre également que ces crimes n'étaient ni fortuits ni une coïncidence. Les rapports des Nations Unies, notamment de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, UNSM 1000, dont ces rapports datant d'époque corroborent le témoignage de ces témoins. En 2016, UNSM 1000 décrit, je cite, une pratique systématique ou un schéma systématique de torture et de mauvais traitement à la prison de Mitiga. En 2018, UNSM 1000 a fait état d'un déni systématique des droits à une procédure régulière, notamment au centre de détention de Mitiga, contrôlé par le groupe armé et la force spéciale de dissuasion. Mesdames les juges, l'attaque a été menée en application de la politique d'une organisation.
La preuve d'une organisation repose sur sa hiérarchie, son mode de fonctionnement qui lui permet de concevoir, d'adopter, de mettre en œuvre une politique visant à lancer une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, ainsi que les ressources, les moyens et les capacités pour effectivement la mener à bien. SDF-RADA a été structuré et organisé, et comme je le décrirai plus tard dans ma présentation, et comme indiqué dans notre mémoire, la SDF-RADA contrôlait la prison de Mitiga depuis 2012. Elle avait une hiérarchie effective, dotée de ressources, bien équipée en armes, munitions, uniformes, véhicules, moyens de communication, surveillance. La SDF-RADA contrôlait le territoire à Tripoli, en particulier dans le complexe de Mitiga, et exerçait une influence dans toute la ville. Les SDF-RADA disposaient de ressources pour maintenir un système d'arrestation, détention et d'abus complet dans le cadre temporel des charges. Mesdames les juges, la preuve montre que SDF-RADA était une organisation. Je passe maintenant à l'élément politique. L'élément politique est constitué si l'attaque contre la population civile est coordonnée et non spontanée. Elle n'a pas besoin d'être écrite. Une politique visant à lancer une attaque contre une population civile peut être établie et par des schémas systématiques ou des lignes délibérées, des lignes de conduite délibérées, avec la capacité de poursuivre une telle attaque. En l'espèce, le nombre, la fréquence de l'attaque contre les civils, l'ampleur des crimes commis établissent que l'attaque n'était ni isolée ni fortuite. Elle a été menée à plusieurs reprises et pendant de nombreuses années. Il ressort de la preuve que la SDF-RADA a coordonné ses actions d'arrestation, d'emprisonnement et d'abus sur les civils sur de nombreuses années. Pour le dernier élément, il ressort de la preuve établit les motifs substantiels de croire que Khaled El-Richi a agi en étant doté de la connaissance, en toute connaissance de cause, en sachant que son comportement constituait une attaque généralisée systématique et était lié à cette attaque. En tant que membre de la direction de la prison de Mitiga, Khaled El-Richi a opéré au sein de ce système de détention qui fonctionnait de la même manière depuis des années. Il a dirigé et observé un schéma récurrent d'arrestation, de détention, d'arrestation, d'abus. Il a exercé son autorité dans la prison. Il a contribué à son fonctionnement quotidien. Il a participé aux séances d'interrogatoire, de torture. Il a commis les crimes reprochés dans le cadre d'une attaque. Et l'ampleur de l'attaque et les abus étaient visibles pour tous. Je passe maintenant à la preuve, à l'appui des éléments constitutifs des crimes de guerre en vertu de l'article 8 du statut de Rome, tel qu'exposé au paragraphe 24 et 44 de notre mémoire. La preuve établit les motifs substantiels de croire qu'il y a eu un conflit, au moins un conflit armé non international en Libye tout au long de la période visée par les charges. Deuxièmement, les crimes reprochés comprennent la torture, traitement cruel, atteinte à la dignité de la personne, viol, violence sexuelle, meurtre, et étaient suffisamment liés au conflit armé. Troisièmement, El-Richi était conscient ou avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence du conflit armé. Mesdames les juges, l'existence du conflit armé non international. Pendant toute la période considérée, les crimes ont été commis dans le contexte de et étaient associés au conflit armé non international en Libye, bien que son intensité ait fluctué sur le temps ou dans le temps. Il ne fait aucun doute que les hostilités comprenaient des opérations militaires complexes et soutenues, allant au-delà des troubles temporaires. La compétence de la CPI en l'affaire Ongwen établit que le conflit armé n'a pas besoin d'être continu ou ininterrompu. La Chambre doit tout simplement établir que les hostilités armées sont allées au-delà des actes isolés ou sporadiques. Durant la période considérée, il n'y avait pas eu d'accord pacifique, de règlement pacifique. Il n'y avait pas eu de cessation durable de confrontation armée entre parties, sans réel risque de reprise des hostilités.
Les témoins décrivent le conflit armé avant et pendant la période des charges, ainsi que l'organisation suffisante des groupes qui l'ont entretenu, décrivent les campagnes militaires coordonnées par des structures de commandement identifiables. Je vous renvoie au témoignage des témoins à charge P0370, P0706, 0337, 0764, 0767, P1059, détaillé au paragraphe 24 à 35 du mémoire de préconfirmation. Les groupes armés participant au conflit comprennent l'armée nationale libyenne, ou LNA, dirigée par le général Haftar, les forces affiliées au GNA, les groupes armés à Tripoli, Zintan, Taruna, Misrata et d'autres régions en Libye. Je vais rapidement exposer certains des éléments de preuve établissant que depuis 2011, la Libye a été en proie à une phase de conflit armé récurrente ou des phases de conflit armé récurrentes qui se chevauchent, comprenant des groupes armés organisés, des milices, des forces de sécurité et des autorités gouvernementales et rivales. En septembre 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa préoccupation s'agissant de la prolifération des armes en Libye, de l'impact potentiel sur la paix internationale et la sécurité, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a adopté de nombreuses résolutions, y compris celle établissant la mission de l'ONU en Libye, la mission d'appui en Libye, UNSM 1000, avec un mandat renouvelable et des mécanismes d'établissement des faits. Par la suite, le Conseil de sécurité des Nations Unies est resté constamment saisi de la situation en Libye, et ce jusqu'à aujourd'hui. L'existence d'un conflit non armé en Libye pendant la période visée a été reconnue à plusieurs reprises par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par UNS 1000. Grâce à des organes internationaux d'enquête tels que le groupe d'experts et la mission d'établissement des faits en Libye et des ONG, les chercheurs, les académiciens, ou plutôt des universitaires, le conflit armé non international a débuté en 2011 entre les acteurs étatiques et non étatiques. Les développements ultérieurs que je vais passer en revue démontrent la continuité des hostilités armées, la consolidation des groupes armés qui ont opéré pendant cette période. Les chercheurs montrent que dans le pays, le nombre de groupes armés a explosé après le chaos qui a suivi la chute de Kadhafi. Le panel d'experts des Nations Unies a indiqué que les conflits se sont poursuivis entre les forces de Kadhafi et les régions alignées à Kadhafi. Avec le lancement de l'opération Dignité en mai 2014 par la LNA, le Haut-Commissariat des Nations Unies a signalé que, et je cite, 2014 a été témoin de l'émergence des hostilités les plus graves depuis 2011. Fin de citation. Cela a été suivi par des représailles en juillet 2014 par l'alliance Libya-Dawn, composée de groupes armés de Misrata et de Tripoli. Ensemble, la Libya-Dawn Alliance a mené des opérations militaires coordonnées, y compris des frappes aériennes et des raids sur des zones urbaines, indication claire de l'intensité requise. Le Haut-Commissariat des Nations Unies a signalé que Libya Dawn Alliance était composée que ce n'était pas des incidents isolés. Il y a eu des attaques répétées sur l'aéroport international de Mitiga entre septembre 2014 et février 2015, ce qui démontre la nature stratégique des hostilités. En août 2014, En août 2015, le SRGG a fait rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la nature prolongée de la violence, décrivant la situation 15 mois plus tard comme une guerre de tranchées sans fin et prévisible.
Et selon l'UNSMIL, les heurts et les fatalités ont augmenté à Tripoli en décembre 2016 et même en 2017. Le nombre de morts a augmenté. Et au début de 2018, l'UNSMIL a signalé qu'il y a eu une escalade des affrontements entre SDF Rada et la milice d'Al-Burqa, BUGRA, qui a lancé un assaut majeur sur l'aéroport international de Mitiga, ce qui a causé la mort d'au moins 23 personnes et blessé 60 autres. Les combats à Tripoli entre les groupes armés basés à Tripoli et les groupes armés de Tarhouna et Misrata, d'après l'UNSMIL, en août 2018, a entraîné la mort d'au moins 120 civils et la fermeture de l'aéroport de Mitiga pendant quelques semaines. Le 4 avril 2019, le LNA a lancé une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. Le groupe d'experts de l'ONU a décrit cela comme étant le début d'un conflit national entre la LNA et le GNA, chacun des groupes bénéficiant du soutien de forces armées. Des témoins déclarent que SDF Rada a combattu cette guerre contre le général Haftar et ses forces. En 2019, uniquement, selon UNSMIL, près de 650 morts ont été dénombrés parmi les civils et plus de 300 000 personnes déplacées à l'interne. L'UNSMIL signale que depuis le début du conflit en 2019, des combats terrestres se sont poursuivis à Tripoli et autour de Tripoli, et la LNA a conduit plus de 850 frappes aériennes de précision par des drones et 170 frappes par des avions chasseurs. Et le GNA et les forces affiliées ont mené plus de 150 frappes aériennes. D'après l'UNSMIL, l'aéroport international de Mitiga a été la cible d'attaques répétées pendant la deuxième moitié de 2019, y compris par des attaques aériennes et terrestres de la LNA. L'UNSMIL a signalé qu'à partir de avril 2020, il y a eu plus de 850 violations de la trêve temporairement acceptée par les deux groupes GNA et LNA 3 mois plus tôt. Cela démontre qu'il y avait une absence de paix et de règlement pacifique et que le risque de reprise des hostilités était toujours présent. J'en arrive maintenant, Madame la Présidente, aux éléments de preuve démontrant qu'il y a un lien entre les crimes et le conflit armé. Et comme la Chambre d'appel l'a précisé dans l'affaire Ntaganda, l'existence d'un lien entre les crimes et le conflit est fondée sur les faits et s'inspire de plusieurs facteurs. Le conflit armé ne signifie pas que cela doit être le seul motif. La question pertinente est de savoir si le conflit armé a considérablement permis, influencé ou façonné ou facilité la commission de crimes. Certains crimes peuvent présenter ou se fonder sur des motifs opportunistes ou mixtes, et tout en ayant un lien quelconque ou suffisant avec le conflit armé. S'agissant de l'évaluation du lien, la Chambre d'appel dans l'affaire Kunarach a établi que l'existence d'un conflit armé doit être précisée comme faisant partie substantielle de la capacité de l'auteur à commettre le crime, la décision de commettre le crime et la manière dans laquelle il a été commis et le but pour lequel il a été commis. Dans l'arrêt de la Chambre d'appel d'Aditch, la Chambre a estimé que les crimes commis au sein des installations de détention sous le contrôle d'acteurs armés peut établir l'existence d'un lien, même s'il n'y a pas de motif personnel lié aux objectifs du conflit. En conséquence, des détenus ont été arrêtés pour des raisons autres que leur affiliation formelle avec des forces opposées, et elles peuvent néanmoins constituer des victimes de crimes de guerre. Les personnes arrêtées et détenues à la prison et dans le complexe de Mitiga l'ont été pour diverses raisons. Le fait que certains détenus aient été ciblés à des fins d'extorsion, pour des transgressions morales perçues, pour leur non-conformité religieuse ou pour leur vulnérabilité personnelle, ne rompt pas le lien avec le conflit armé. L'article 8 du statut de Rome ne prévoit pas de limite expresse, à savoir que seules les personnes détenues pour des motifs liés au conflit peuvent être des victimes de crimes de guerre. Bien au contraire, les chambres d'appel dans l'affaire Kunarach et Afghanistan ont établi que le conflit armé ne doit pas forcément être la raison pour la détention, mais qu'il suffit d'établir que le conflit a donné aux auteurs l'occasion ou la possibilité de commettre des crimes. Sans présence de
conflit armé, Khaled El-Heshri et ses complices n'auraient pas pu avoir les moyens, la structure ou l'autorité nécessaires aux moyens desquels les crimes ont été commis. Le conflit armé en Libye a permis substantiellement à toutes les étapes de la conduite criminelle, l'arrestation, le fonctionnement de le complexe de prison de Mythica, l'autorité dont jouissaient les auteurs, le climat d'impunité et les exactions commises de façon répétée contre les détenus. Le conflit a non seulement permis la commission des crimes en facilitant le contrôle des SDF Rada de la prison de Mythiga, mais en fait certaines victimes avaient été détenues pour des raisons associées au conflit. Certains des auteurs étaient associés à une des deux parties au conflit. Certaines victimes étaient associées avec une partie au conflit. Certains crimes ont été exécutés pour poursuivre le conflit, pour générer des fonds, obtenir des informations et utiliser des personnes réduites à l'esclavage. Selon nous, il existe des motifs substantiels de croire que l'exigence relative à l'existence des liens au titre de l'article 8 est satisfaite. Les crimes n'étaient pas des actes isolés de criminalité commune, détachés des hostilités. Madame la Présidente, j'en arrive maintenant brièvement à la connaissance qu'avait El-Heshri des circonstances factuelles du conflit armé. Le conflit armé n'était pas distant ni abstrait. Il entourait le complexe et la prison de Mythiga sur une base quotidienne, au moyen de checkpoints armés visibles, des affrontements, des déploiements militaires et des lignes de démarcation qui changeaient tout autour de la ville. Le témoin P 1041 a décrit le dépôt de SDF Rada comme disposant d'armes lourdes et de munitions qui se trouvaient dans le complexe de Mythiga. Il a décrit que les détenus, y compris des migrants noirs, étaient obligés de prendre part aux hostilités. D'autres témoins ont indiqué que Khaled El-Heshri a participé à des batailles à la prison de 2015 lorsque Mythiga était attaqué par une autre force armée et que Rada a participé au combat à d'autres occasions, y compris en 2019-2020. Khaled El-Heshri lui-même, ainsi que d'autres chefs de Mythiga et d'autres auteurs agissant sous ses ordres, faisait régulièrement et ouvertement référence au conflit en cours lors des interrogatoires et des exactions, comme cela est décrit par les témoins P 1073 et 1673. Les éléments de preuve démontrent, Madame la Présidente, que Khaled El-Heshri était conscient des circonstances factuelles entourant le conflit armé. Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'en arrive à la fin de ma présentation. Après la pause, M. Van der Werf présentera les éléments de preuve démontrant les crimes énumérés au chef 1 à 12. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on va prendre une pause et on sera de retour l'après-midi à 15h15. Merci beaucoup. Ouais, de 30 minutes, oui, la pause. 15h45, oui, voilà. All rise, veuillez vous lever.